2, France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce mardi 16 octobre, la question du jour. On connaît enfin le nom du premier flic de France. Après 2 semaines d'attente, c'est Christophe Castaner, nommé ministre de l'Intérieur. Est-ce un bon choix? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Jean-Luc Mélenchon, le domicile de Jean-Luc Mélenchon, perquisitionné ce matin, ainsi que le mouvement de la France Insoumise du parti de gauche, le principal parti d'opposition, perquisitionné sur la simple dénonciation d'une adversaire politique. Taha Bouabs nous proposera un avis tranché sur le sujet. Violence dont les quartiers nous reviendront sur ce qui s'est passé ce week-end et de cet enfant Boubacar, âgé de 12 ans, qui est mort après avoir été roué de coups. Fatima Wassak nous prépare là aussi un avis tranché. Réaction pour intervenir, 01 40 33 9. C'était à la une du 16 octobre en 1902, première utilisation de la comparaison des empreintes digitales pour identifier un criminel. On le doit à Alphonse Bertillon. 1908 en Tunisie, ouverture de la première salle de cinéma. 1923, la société Walt Disney est créée. 1970, Anwar el-Sadat devient président de l'Égypte. 1973, Maynard Jackson, premier noir à être élu maire aux États-Unis. Ça se passe du côté de Atlanta. 1997, un 16 octobre, Catherine Trottmann annonce l'ouverture des archives nationales sur l'affaire des Algériens tués par les forces de l'ordre dans une manifestation pacifique le 17 octobre 61 à Paris, alors que Maurice Papon était le préfet de police à l'époque. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h, nous sommes mardi, nous sommes le 16 octobre et un beau plateau aujourd'hui. Et on va commencer par celui qui nous fait l'amabilité de revenir après quelques semaines d'absence, on peut le dire. Nasser Lajili, comment ça va mon pote Nasser? Ça va très bien Christophe, je te remercie pour cet accueil. Oui. Qui était alors bien proche du micro s'il te plaît. Même. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Oui, vas-y. Oui, je disais que c'était magistral l'entrée à la radio France Maghreb 2 aujourd'hui. Ah ouais, t'as vu, t'as été bien accueilli hein. Mais c'est plus qu'accueilli là, c'est laisse tomber. Bon, voilà. Mon cher Nasser, tu vas bien? Très très bien, impeccable. Bon, alors accompagné aujourd'hui de quelqu'un que tu connais, Taha Bouabs. Taha Bouabs. Taha Bouabs, ok. Arrête, il dit un P. Non, j'ai pas dit un P, faut déboucher les oreilles mon vieux. Bouabs. Bon, on est d'accord qu'il dit un P. Non, B. Vas-y, dis mon nom. Taha Bouabs. Non. Mais quoi non? Bouabs. Oui. On va te le faire à chaque émission. Non mais, ce mec est terrible. Enver, fais quelque Vous chose. attendez tous Taha Bouabs. Enver, Je ne rentrerai pas dans ce débat pourquoi tu ne rentreras pas dans ce débat? parce que mon envie sera de créer un plus gros conflit. Ah oui, ça on te connaît bien là-dedans, hein, mon cher Enver. Non. Enver de Santos, Taha Bouabs est avec nous, ainsi que Nasser Lajili donc aujourd'hui. Et la question du jour, elle est tombée ce matin après 2 semaines d'attente. On connaît enfin le nom du premier flic de France. Oh, sans appel, il s'appelle Christophe Castaner. Il a été nommé ministre de l'Intérieur. Il rêvait de ce poste, il l'a eu. C'était donc ce matin en fin de matinée. 2 semaines d'attente pour ça, les gars. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était à prévoir. Ouais. Mais aucune surprise en même temps. Surtout. Voilà, C'est mais ça qui est surprenant. Moi, je pensais qu'il allait avoir un vrai renouvellement. Mais finalement, on remet les mêmes et ça recommence. C'était le voisin, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, à l'Assemblée nationale. Il était jusque-là secrétaire d'État, on le rappelle, aux relations avec le Parlement, et patron du parti présidentiel d'ailleurs. Un poste d'ailleurs qui devrait quitter, en toute vraisemblance d'ailleurs, bien entendu, d'ici quelques jours. La passation de pouvoir, Place Beauvau n'a pas traîné, hein. Elle s'est fait en matinée, tout de suite après l'annonce. Le ministère de l'Intérieur, c'est un peu là que tout a commencé. L'intérim du Premier ministre est donc terminé pour Édouard Philippe. Je pense que là il doit souffler, parce qu'il commence à en avoir marre. Taha Castaner, ça te parle? Est-ce un bon choix? C'est la question qu'on vous pose. Bon, déjà, c'est pas un choix. Ils ont été acculés, on peut le dire. Hein. Donc, on a Castaner qui fait du chantage et menace de démissionner s'il n'est pas nommé ministre de l'Intérieur. Après, c'est assez drôle de voir un gars comme Christophe Castaner qui pensait que Benalla était un bagagiste d'être nommé premier flic de France. Non, mais enfin voilà, Castaner, c'est l'archétype
de l'opportuniste, du politicien politicard qui n'a pas hésité à trahir les siens pour partir à la bande en face pour partir à la gamelle, quoi. Donc après c'est un gars qu'on connaît bien aussi dans les coins de Marseille où voilà, il a un peu on va dire baigné dans un peu tous les milieux, notamment dans le milieu où il a été extrêmement proche notamment d'Oraison. Qui est un gars qui avait trempé avec Zampa et tous les mafieux du sud, quoi. Donc il le dit d'ailleurs qu'il était sur le fil du rasoir plus jeune et que voilà, aujourd'hui on se retrouve avec un ministre de l'Intérieur voilà, qui a eu on va dire un passé assez louche, assez discutable et bon, c'est bien à l'image de la Macronie à mon avis, quoi. Alors tout ça pour ça, et l'ambiance quand même était un peu plus chaleureuse que entre Gérard Collomb et Édouard Philippe il y a 2 semaines. Enver, là l'ambiance était glaciale il y a 2 semaines. Hein. Mais c'est un peu logique, tu sais. Déjà, on se rend compte au final avec cette nomination que les choses n'ont pas réellement changé, contrairement à ce que Macron avait laissé entendre, etc. C'est toujours les mêmes choses, on va toujours reprendre dans les mêmes cercles, etc., etc. Castaner nommé, c'est juste de la logique. Ensuite, par rapport à l'ambiance, écoute, quand t'as un fidèle qui est là et l'autre qui a trahi, forcément, effectivement, l'ambiance elle est là, hein. On fait la fête avec le fidèle jusqu'au moment où lui-même trahira, peut-être. Hein, parce que après il y a un truc assez drôle aussi, Christophe, c'est de voir que finalement on nous parle de Nouveau Monde, c'est le premier ministre issu des Républicains qui passe le pouvoir de ministre de l'Intérieur à un ancien PS, des gens qui s'affrontaient sur la législature précédente dans les bancs de l'Assemblée. Exactement. Et qui aujourd'hui se partagent le gâteau. Ça n'a aucun sens, ils se partagent tout simplement le pouvoir. Et c'est eux qui se sont mis au bon endroit pour pouvoir le recevoir, parce que ni à droite ni à gauche ils allaient le recevoir. Nasser, toute cette politique là que l'on évoque, on rappelle d'ailleurs qu'on pose la question, est-ce que c'est un bon choix? Alors qu'est-ce que ça, avant de te donner la parole Nasser, qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, cher Enver, sur Twitter, tiens par exemple? Eh bien sur Twitter, on est à 83% de non, où on estime que Castaner n'est pas un bon ministre de l'Intérieur. Et sur Facebook, c'est pratiquement pareil, parce qu'on est à 80%. 80%, donc les gens sont mécontents. Mais pourquoi? Tout à fait. Comment explique-t-on? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Castaner, c'est un proche du président, c'est un choix politique, il faut le dire. Pourquoi avoir attendu 2 semaines pour ça, Nasser? Ça, même moi, je suis assez surpris. Je m'attendais à mieux, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, Christophe, c'est pas sa nomination. Ça m'est égal, parce que rien ne va changer pour nous. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain. Donc aujourd'hui, on a des quartiers populaires qui sont, on va dire, dans une grosse difficulté. Il y a des bavures policières qui se font, mais c'est lui le premier flic de France. Donc on va voir ce qu'il va faire sur ces questions-là. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc après, le reste, ça m'est égal. Après, on sait très bien qu'ils se partagent la gamelle entre eux. Il n'y a pas de surprise et on attend beaucoup d'un ministre de l'Intérieur qui soit vraiment dans la proximité avec la population française. Alors, si tu permets, Christophe, on aura vraiment l'occasion de le voir très rapidement, parce qu'on l'avait entendu s'exprimer lors de l'affaire Théo, quand il était porte-parole, lors justement des manifestations pour Adama, donc qui donnait son avis, où il était un peu, oui, non, je comprends la douleur et patati, il faut faire la lumière, etc. Là, il se retrouve les mains dans le cambouis. On va voir s'il tient le même discours et surtout s'il va jusqu'au bout pour sanctionner quand il faut sanctionner. Vos appels en tout cas en direct au 01 40 33 9000. Le nouveau ministre de l'Intérieur a rendu hommage tout à l'heure à l'énergie des forces de l'ordre. Voici ses premiers mots en tant que ministre de l'Intérieur. Cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps, parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total, cet engagement du quotidien. Nous l'incarnerons à vos côtés. On l'incarnera, vous l'incarnerons à nos côtés, un engagement en tout cas tel comme si ce n'était pas le cas avec son prédécesseur, d'ailleurs c'est marrant. Voilà les premiers mots du nouveau ministre de l'Intérieur, le premier flic de France. Yacine Bellatar avait lancé, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping, un appel justement à ce nouveau ministre en lui disant qu'il va falloir qu'il crée des liens avec les quartiers, sinon ça risque d'exploser dans les banlieues. Il prévient, ce n'est pas une menace mais une promesse, dit Yacine Bellatar, ça va péter. Est-ce que vous partagez, vous qui êtes un petit peu sur le terrain, cette analyse de Bellatar?
À un moment donné, je pense que ça n'a aucun sens. Et je dis bien ça n'a aucun sens de dire ça va péter quand il y a eu des morts, il y a eu un mort à Garges, il y a eu un mort au Lilas, il y a des morts à Marseille. Le truc c'est que ça pète depuis longtemps. Ça pète, c'est un peu comme la guerre froide. C'est que t'as des mini-explosions à différents endroits de la France, mais on dirait qu'effectivement les Yacine Bellatar et d'autres qui sont au pouvoir attendent réellement que ce soit un vrai chaos. Mais si ça pète réellement comme l'entend peut-être Bellatar, je pense pas qu'on en reviendra, quoi. Alors Nasser, toi qui es un peu sur le terrain, est-ce que issu de banlieue, ça risque de péter ou quoi si on fait rien? Franchement, à l'heure là c'est beaucoup mieux Nasser. Franchement, à l'heure où je te parle, Christophe, je serais incapable de te dire. Effectivement, la situation, elle est dramatique, elle est même violente dans les quartiers. Effectivement, que le jour où ça va péter, ça peut péter et ça va être très très compliqué pour remettre de l'ordre dans nos quartiers. Donc effectivement, la situation et la politique générale dans notre société, ou notre société d'ailleurs, elle est bien malade et il y a un réel travail de fond à faire pour faire en sorte que cette situation n'arrive pas. Alors Cherta, preuve que le nouveau ministre, preuve que c'est bien lui le nouveau ministre, eh bien sachez qu'il est immédiatement parti, le premier flic de France, dans la foulée de cette passation de pouvoir, eh bien pour les Lilas et Argenteuil en banlieue parisienne. C'est symbolique ce petit déplacement, non? Je sais pas si bon, après moi je fais pas de la politique de la symbolique, mais plutôt de la politique de vraies mesures concrètes. Exactement. Mais moi je suis assez d'accord avec ce que dit Bellatar, hein. Bien que bon, je pense que en termes de stratégie pour le faire, on va pas être sur les mêmes créneaux. Simplement je pense que voilà, il y a un ministre qui s'appelle Gérard Collomb qui est parti avec comme dernière mesure, comme dernier programme, le programme de reconquête républicaine, en mettant une quarantaine de quartiers en zone de reconquête républicaine. Déjà voilà, c'est une véritable faute politique de parler avec une sémantique guerrière de conquête, donc à Castaner de voir s'il veut continuer sur cette lancée là ou il veut redresser la barre. En tout cas on verra et on regardera ça avec attention. Je rappelle d'ailleurs la phrase de Gérard Collomb lorsqu'il a quitté la place Beauvau, c'est: aujourd'hui dans les quartiers nous vivons côte à côte, je crains que demain nous ne vivions face à face. C'est carrément un appel, enfin pas un appel mais une crainte à la guerre civile là. Non mais il a pas tort. Il a pas tort quand il dit ça. Bah bien sûr, pour moi, il a pas tort. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'on en arrive à là? Aujourd'hui, c'est bien beau de tenir ce discours-là, mais sur le fond, il n'y a rien qui a été fait. Donc aujourd'hui, on essaie de supprimer des subventions, des moyens dans les quartiers populaires, et on voudrait que tout se passe correctement dans les quartiers populaires. Mais là, la dégradation de ce qui se passe dans les quartiers, le petit jeune qui a été tué. Boubacar. Alors déjà, on devrait même pas utiliser le terme jeune parce que c'est un enfant sur le fond. Quand il a 12 ans, ouais. Bah oui, moins de 12 ans et c'est un enfant pour moi. Oui, et on donc, en parlera tout à l'heure d'ailleurs. On en rediscutera, mais tous ces points-là font que il y a un système qui ne fonctionne pas. Il y a un système qui fait que malheureusement les moyens qu'on devrait donner dans ces quartiers ne sont pas présents. Quelle crédibilité qu'on donne aussi à ces associations ou à ces militants qui sont sur le terrain et qui font des alertes depuis le début. Les bavures policières qui se multiplient. Et c'est pas nouveau, mais ça se dégrade et j'ai l'impression que ça s'empire. Chaque année, j'ai l'impression que ça s'empire. Bon, alors, il n'y a pas eu que Castaner ce matin qui a été nommé. Je vous donne maintenant le casting complet avec des noms qu'il va falloir s'habituer du nouveau gouvernement. 8 entrants aujourd'hui, des secrétaires d'État pour une équipe très politique, chargée de donner en tout cas un nouveau souffle au quinquennat après un été pourri qui avait commencé avec l'affaire Benalla. Merci Ta d'ailleurs. Là, de rien. Pour Emmanuel Macron, en tout cas, en tête d'affiche, Christophe Castaner, je le disais, donc remplacé en relation avec le Parlement par le centriste Marc Fesneau. À retenir également l'arrivée de Jacqueline Gouraud qui prend la tête d'un grand ministère des territoires. Exit donc Jacques Mézard. Franck Rester, lui, succède à Françoise Nyssen, des problèmes avec la justice en tant que ministre de la Culture. Quant à l'ex-sénateur socialiste de la Drôme, Didier Guillaume, il remplace Stéphane Travert à l'agriculture. Voilà pour ce qui est de ce nouveau casting gouvernemental. Ça, je n'allais pas parler comme les jeunes, mais ça donne envie, Enver, tout ça là. C'est des noms qui font
qui font. Bon, je cherchais le terme, non, parce que j'ai pas envie d'employer ce terme, mais bon. Exactement. Est-ce que ce sont des noms qui font voilà, bande-annonce bande-annonce, voilà. Est-ce que ça fait bande-annonce? Écoute, très simplement et très clairement, on ne connaît pas la plupart de ces gens. Après, je ne sais pas pour mes confrères ici, c'est que la plupart on ne les connaît pas. Alors il y a un parmi l'équipe des nommés, c'était l'ancien porte-parole de Manuel Valls pour les primaires socialistes de 2017. Après il y a Riester aussi, qui lui-même est un transfuge de la droite. C'est pour certains c'est de la réhute. La réalité, c'est que moi, personnellement, je suis fatigué d'entendre des noms ou des anciens noms ou des nouveaux noms. C'est pas le problème. C'est qu'il y a des problématiques dans ce pays qui n'ont pas été réglées jusqu'à aujourd'hui. À un moment, l'accent était mis sur les arrachages de sacs au feu tricolore par des scooters. À un autre moment, c'était la guerre des gangs à Marseille parce qu'il y avait des tirs de mitrailleuses, etc. Tout ça parce que il y avait 1 mort, 2 morts. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient presque récurrent. Et là, c'est pareil. Il y a eu une guerre des gangs des gamins de 12 ans. C'est pas une guerre des gangs. Ce sont des gamins qui, à un moment donné, sont pas contrôlés et à un moment donné, qui sont censés être à l'école. Ouais. Et le truc, c'est que crescendo, t'as ça et ça. Et on te parle de noms, mais il n'y a pas de résultat. Il y a la politique, malheureusement, qui est mise en place jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, n'est pas efficiente. Si elle a le mérite d'avoir été mise en place dans certains cas, éducation nationale ou autre, etc., franchement, ça n'est définitivement pas efficient. Bon, en tout cas, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis, si toutefois ça vous intéresse. On n'a pas l'impression, finalement, que ça intéresse grand monde, ce remaniement, là, finalement. C'est un peu passé inaperçu, les Français s'en tapent. Bah c'est ça, les gens, ils voient des visages défiler, il y a plusieurs ministres qui sont partis, plusieurs ministres qui les ont remplacés, c'est toujours la même chose. Les gens ont l'impression que soit la gauche, la droite, un tel, Tartampion, machin, c'est toujours la même chose. La réalité, c'est qu'il y en a toujours pour les mêmes, c'est toujours pour les plus riches, et les pauvres sont de plus en plus pauvres, et on fait tout pour que ça le reste, quoi. Donc les gens, il y a un peu une désillusion, donc les gens, ils s'occupent même plus de savoir qui occupe quel poste. Ils savent que de toute façon, rien ne va changer pour eux. La réalité, c'est ça, c'est que l'orientation générale de la politique du gouvernement, elle va faire en sorte que rien ne va changer, les politiques toujours libérales, politique d'austérité, et puis que ce soit Ségolène Royal ou Jean-Jacques Bourdin, ça changera. Même bien que j'aime bien Jean-Jacques Bourdin, mais Jean-Jacques Bourdin n'est pas politique et les journalistes. J'ai pris un nom random. Hein voilà, donc voilà, c'est pas une question de visage, c'est une question d'orientation, de politique. Et donc ça va rester la même chose pour les gens au quotidien. Ils savent que leur vie elle va pas changer, quoi. Donc c'est vrai que moi je peux comprendre qu'en tout cas ça intéresse pas les gens. Dans la vie en général, quoi. Bah puisque ça intéresse pas les gens, on passe directement au zapping alors. Allô quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio. Tiens, des nouvelles de Stéphane Bern. Il est mort de rire. Stéphane Bern, vous connaissez les gars? Il s'est essayé à faire de la politique. Il a travaillé chargé du patrimoine. Il a bien compris, invité de France 5 dans l'émission C'est à vous, que la politique c'était pas pour lui. La Fondation du patrimoine a fait les premiers chèques, c'est-à-dire que les premiers travaux vont avoir lieu. Et donc ils commencent. Et donc là pour moi c'est du concret. Moi ce que je veux c'est que les Français voient ce qu'on a fait de leur argent. Ce qu'on a fait de l'argent récolté par le loto du patrimoine et que les monuments soient sauvés. Alors après, ça plaît pas aux uns aux autres. Moi la politique c'est pas mon rayon. J'ai vite compris, j'ai mis 1 an, mais ça y est j'ai compris. Je me fais traiter de Benalla de la culture par Germinal Perrault qui est un Ceausescu de la Dordogne, qui est une espèce Benalla de la culture. Oui, bah voilà, je lui réponds Ceausescu de la Dordogne. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ces gens m'insultent, Perpignan, les gens m'insultent aussi. Mais ça m'est égal, moi ça me renforce. Voilà, le Stéphane, il est renforcé par les insultes. Pour ce qui est de Stéphane Bern, sur l'auto du patrimoine, etc. Bon, c'est un passage remarqué, Stéphane Bern, au gouvernement? Enfin, pas forcément au gouvernement, puisqu'il était chargé du patrimoine. Il aura marqué ou pas? Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Pourquoi? Je suis d'accord. Je rejoins complètement ce qu'il vient de dire. Le Benalla de la culture. Il a contribué à sa manière à la politique. Voilà.
du pays. Bon, ok. Super. Bon, super. Alors on enchaîne donc. De Berne. Oui, une polémique, tiens les gars, sur un terrain plus politique cette fois. Ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon, chef de file, vous le savez, de la France Insoumise, pour qui les événements climatiques de ces dernières heures ne sont ni plus ni moins que la conséquence de choix politiques. Écoutez le leader de la France Insoumise. Naturellement, le pays est en train de payer l'inconséquence de tous ceux qui n'ont rien prévu, ni en matière de dérèglement climatique, ni en matière de mal occupation des sols et de mauvaise utilisation des cultures qui abaissent la capacité de résistance de la terre à glisser et aux inondations de se propager. L'imperméabilisation des sols ajoutant à tout cela. Voilà. Un jour ou l'autre, on finira par avoir besoin d'un véritable gouvernement de salut public écologique capable de commencer à prendre des dispositions anticipant des situations de ce type et prévoyant de les éviter d'une manière plus méthodique. Le bilan n'existe pas dans ce pays de savoir où il y a vraiment les zones de fragilité pour les conditions nouvelles qui vont résulter du changement climatique. On peut dire quand même que le bilan en matière de climat de la France Insoumise est plutôt bon. Le programme est excellent d'ailleurs. D'ailleurs, qui a été approuvé par la plupart des associations écologistes. Oui. Maintenant, reste à savoir s'ils le mettront en place, s'ils viennent au pouvoir. Oui, c'est ça. Alors justement on parle de ce qui s'est passé bien sûr du côté de l'Aude, donc vous le savez c'était une catastrophe hein. Il appelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon les amis insoumis de la région à se rassembler pour apporter un coup de main matériel, dit-il, et affectueux. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle d'ailleurs le bilan, toujours provisoire, de ces inondations dans l'Aude. 11 morts au moins. C'est terrible hein, ce qui s'est passé, les images sont... voilà. Nasser, le climat c'est important parce que c'est vrai que cette nature là qui nous fait défaut, bah, si on avait tendance un peu plus à la respecter, peut-être qu'on aurait peut-être moins de dégâts de la sorte, non? Je sais pas moi. Je te rejoins complètement, effectivement. Après, qu'est-ce que je te dis là-dessus? Après, on peut pas être à l'encontre de la nature aussi, hein. Donc... ce qui s'est passé, non mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais donc, c'est pas je veux dire, c'est pas le déroulement naturel des choses qui s'est passé. Non. Oui. Mais c'est pourquoi, à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Non mais c'est dû à tu peux pas me dire que ça va pas. Il y a des données. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'action de l'homme qui a fait qu'à un moment donné, ces dérèglements ont amené à des enchaînements qui ont conduit à ces événements climatiques là. C'est-à-dire que c'est pas dans l'ordre naturel des choses aujourd'hui qu'on soit en mi-octobre, qu'il fasse 25 degrés, qu'on ait des inondations dans l'Aude. Je veux dire, il y a un moment donné où, je veux dire, on peut plus aujourd'hui avoir ce luxe d'avoir un doute vis-à-vis de tous ces événements climatiques-là. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que c'est nos actions, c'est notre mode de production qui a amené à ce qu'aujourd'hui on est ces événements inattendus sur le point de vue du climat, et ça va continuer en s'accentuant en s'accentuant. Je te soutiens. Ça t'apprendra à se moquer de moi, monsieur Bouaps. En s'accentuant. Donc il faut une véritable politique ambitieuse et qui est organisée, il faut savoir comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on change les modes de production, et comment est-ce qu'on change nos façons de consommer, parce que le véritable enjeu des années à venir, et sur le court terme, hein, c'est pas dans 100 ans, dans 200 ans, dans X-Files ou dans je sais pas quoi, c'est maintenant quoi. Et va falloir prendre en main et des vrais changements drastiques de politique. C'est là où moi je pose la question, c'est que effectivement il y a le souci très important donc du changement climatique. Mais c'est la question centrale. C'est la question centrale, mais on est en octobre quand même. Faut pas l'oublier. C'est qu'à un moment donné, on est en octobre et ce genre d'intempéries existait déjà. Bien sûr. Moi, je vous rappelle encore une fois, Vaison-la-Romaine, il y a plus d'une dizaine d'années, où il y a eu effectivement des intempéries. Voilà, il y a plus d'une dizaine d'années où il y avait des intempéries aussi de malades, et c'était en octobre. Ouais, c'est l'automne. La connerie de l'homme, n'a pas commencé il y a 10 ans, mais la connerie de l'homme, bien sûr, n'a pas commencé il y a plus de 10 ans. Mais là où moi je veux en venir, c'est que sans jeter l'opprobre sur telle ou telle personne, c'est que ce genre d'événement climatique, malheureusement, est déjà arrivé, de plus en plus. Et va sans doute se multiplier. La question qu'on doit poser, selon moi, c'est pas le pourquoi ça se multiplie, c'est essentiel. Pourquoi à un moment donné, il y a une route qui se fracasse avec une crue. Ce que je veux dire, c'est que
on est en France quand même. Il y a des rues qui sont malheureusement abîmées, etc. Peut-être certains diront que c'est une connerie ce que je vais dire là, mais j'ai vu des images apocalyptiques où effectivement l'eau, bien sûr, elle est surpuissante. On peut pas défier la nature, mais la réalité, c'est que autant on ne peut pas défier la nature, autant il y a des endroits où on sait, dans le sud de la France ou dans d'autres endroits en France, que c'est fragilisé et que c'est dangereux, et on attend toujours malheureusement qu'il y ait des intempéries ou des catastrophes climatiques à une petite échelle ou à grosse échelle pour dire ah ouais c'est grave, réchauffement climatique et patati patata. C'est bien, c'est gentil, mais quand est-ce qu'ils vont penser à, je sais pas, ne pas construire sur des zones inondables? Ouais, ça c'est une première chose. Enver, il y a la question des infrastructures, mais il y a la véritable question du changement radical du climat. Ouais, enfin, je veux dire, il y a un moment donné où c'est pas les gauchistes du coin qui le disent, c'est l'ONU. Justement. Ils annoncent combien? Ils annoncent 350 millions de réfugiés climatiques sur le sol européen d'ici les 15 prochaines années. Je dis pas le contraire. Et 350 millions, c'est la fourchette basse. La fourchette haute, c'est 1,2 milliard. Comment est-ce que tu fais concrètement pour avoir des politiques d'anticipation comme dit Jean-Luc, tu vois? Mais justement, mais à un moment donné, tu dois aussi essayer de voir que il y a la politique globale. Il y a cette politique globale et tout, ben voilà, nos patrons et nos dirigeants, etc. Mais la question centrale, elle est aussi qu'à petite échelle, l'être humain et l'individu lambda, je dis pas que le changement climatique, il en a rien à cirer, bien au contraire. Il en a conscience. Mais quand lui, il est en train de subir l'inondation, qu'il y a la petite mamie qui a été emportée par les eaux, etc., tout ça, ou même l'Indonésie, tout ça, il y a oui, il faut changer nos habitudes, il faut changer notre consommation, il faut changer la matrice, etc. la matrice Sauf que la réalité de cette matrice de production dont tu parles, moi je pense qu'elle va bien au-delà du simple être humain lambda, etc. Elle va bien au-delà des politiques c'est que les États doivent prendre conscience. Oui, mais il y a une affaire politique, pardon de vous dire, parce que je vais te prendre un exemple. Les ponts en France, vous savez, avec ce qui s'est passé en Italie cet été. Il y a eu un reportage que j'ai vu là il y a pas longtemps. Les ponts, il y en a, je sais plus combien. Il y en a un à Gennevilliers d'ailleurs qui allait. Il est en travaux. Exactement, tout à fait. Les ponts, je crois qu'il y a un nombre vraiment impressionnant de ponts qui menacent de s'effondrer, de s'écrouler. Aujourd'hui, on nous explique que pour un élu, de dépenser, parce que ça coûte de l'argent de refaire un pont, ça coûte énormément d'argent. Et bien pour un politique, il va pas le faire parce que la population va pas le voir et va pas constater que il préfère construire une nouvelle route pour que la population voie ce qu'il a fait que d'aller réparer un pont qui menace de s'écrouler. On en est là aujourd'hui. Voilà, c'est bien la question que je pose. Parce que regarde, justement, je contredis pas, je suis pas. Non, mais bien sûr, tu vois, cette question des infrastructures, elle est secondaire vis-à-vis de la question. Pas réellement. Parce qu'à partir du moment où tu sais que les infrastructures dépendent des politiques, si tu changes les politiques, à un moment donné, les infrastructures changeront. Mais les infrastructures, c'est des questions locales. Ouais, mais c'est pas seulement des questions locales. Si à un moment donné, tu changes pas le modèle de production à l'échelle mondiale, je vais bien te l'accorder. Quels que soient les ponts que tu veux faire, ça ne changera strictement rien quant au fait que 3 degrés de plus, 4 degrés de plus, 5 degrés de plus, dans 50 ans, tu respires plus. Non, je dis pas le contraire. Ce que je suis en train de te dire simplement, moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'à un moment donné, si toi t'es à l'échelle, politique mondiale, mais que jusqu'à maintenant, effectivement, de changer à l'échelle politique mondiale, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, à la petite échelle, les gens n'en ont rien à foutre. Quand je dis les gens, c'est pas le public, c'est les petits politiciens. Parce que si le petit politicien qui fait partie d'un gros parti, lui il dit non, je ne vais pas investir parce que c'est pas dans mon intérêt électoral, etc. Et justement, son patron, qui peut être justement Jean-Luc Mélenchon, il dit ce gars-là on le vire. On va placer un vrai sur le terrain qui lui va faire les choses. Et c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut bien comprendre aussi que quand bien même tu changes les politiques à une échelle supérieure, demain Jean-Luc Mélenchon est élu, on passe à la 6ème République, ok c'est une chose, mais à différentes petites échelles, localement, etc., les gens, est-ce qu'ils vont suivre réellement ? C'est ça que je veux dire. Et quand je dis les gens, c'est les politiques locales. Est-ce qu'elles vont suivre les... Parce qu'on est en décentralisation. Les gens sont un peu dans moi je veux juste être élu. Alerte générale. Le président de la République, Emmanuel Macron, prendra la parole à la télé ce soir à 20h, messieurs dames. Oh my goodness. Il s'exprime à la télé, le président de la République, après le remaniement de ce matin. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Est-ce que vous êtes dans la tête de Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français aujourd'hui ? Je vous emmerde. Super, je vous emmerde les gueux. Écoutez, je fais ce que je veux, j'ai choisi un peu comme je voulais. Est-ce que ça vous pose un problème ? Alors je vais continuer. Bon, en tout cas, on voit que sur le climat, il y a quelques désaccords qui apparaissent quand même. Je dis ça, je dis rien, mais bon. C'est un climato-sceptique.
Oui. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Je suis un écolo revendiqué et sincèrement, c'est juste que un écolo à la France Insoumise du programme La France Insoumise ou un écolo à la Nicolas Hulot ou à la Roselyne, non pas Roselyne Bachelot. Non, l'écologie n'appartient à personne. Voilà, l'écologie c'est pas un parti, pas du tout à la France Insoumise. C'est humain, normalement c'est humain de faire attention. Non mais c'est le seul. Attends, c'est le seul mouvement qui propose un vrai programme pour l'écologie. Vous pouvez pas dire le contraire. Mais le truc c'est qu'apparemment les gars ils ont un vrai programme pour tout. Ils ont un vrai programme pour l'écologie, ils ont un vrai programme pour sauver le monde, ils ont un vrai programme pour arrêter le racisme, le lantisme, machin, etc. Mais faut arrêter de déconner. Au-delà de petites considérations comme ça, il y a une réalité, c'est que des associations sérieuses écologistes ont validé le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas parce que je suis à France Insoumise que je te dis ça. Oui, parce qu'il y est. Voilà. Oui, non, si vous l'avez pas compris. En toute transparence, c'est juste que il y a un moment donné où il faut des politiques ambitieuses au niveau de l'État sur ces questions-là. Stop pub, on est de retour très vite pour la suite de ce zapping. On s'attaque justement à Mélenchon. Il a été perquisitionné ce matin à 7h, ils ont débarqué chez lui, à tout de suite. Et ça y est. Le grand forum, le LGF sur France Maghreb 2 avec monsieur Nasser Lajili qui fait son retour, qui nous a mis bien d'ailleurs. Enver de Santos et Bouaps qui est avec nous. Non mais là, arrête, déconne pas, je l'ai bien dit là. Hein. Je te reprendrai à chaque fois. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Bon, y a plus de thé les gars ? Je crois qu'il y en a plus, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon. Mais on peut en refaire. Hein. Bah ça serait bien, ouais, parce que là on est là pour un petit moment aujourd'hui, ouais, tu vois. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Vos appels évidemment 01 40 33 9000. Venez, prenez part dans cette discussion, dans ces discussions, parce qu'il y en a plusieurs. Et on continue notre zapping, on a tout dit en tout cas pour ce qui est du climat et donc la remarque de Jean-Luc Mélenchon que nous avons écouté dans le zapping. Et cet échange entre Enver et Ta il y a quelques instants. Vous pouvez en tout cas continuer de voter, de répondre à la question à propos de Castaner et c'est un bon choix selon vous. Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter @GF officiel. Alors, on va parler maintenant d'un projet de loi, messieurs, dames, qui pourrait entrer en vigueur d'ailleurs dès la rentrée scolaire 2019. Un texte porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et qui prévoit entre autres une obligation de la scolarité dès 3 ans, la création d'un nouvel organisme d'évaluation des politiques éducatives ou encore la modification des écoles formant les enseignants, des propositions largement critiquées par les syndicats qui voient là une reprise en main autoritaire du ministère. C'est le cas de Jules Siran du syndicat Sud Éducation. Jules Siran qui dénonce de nouvelles attaques contre le statut des enseignants et les personnels. Écoutez. Si on détricote un par un les articles du projet de loi, on s'aperçoit qu'ils vont tous dans le même sens, qui est celui d'une attaque sur les statuts des personnels. On va renforcer la possibilité qui existe déjà pour les surveillants d'assurer des missions d'enseignement dans le cas où ils préparent les concours de l'enseignement. Cette mesure, elle peut aboutir, elle risque d'aboutir à la création d'un sous-statut d'enseignant précarisé qui assurerait les mêmes missions que celles des personnels titulaires. Deuxième catégorie d'attaque contre les statuts des personnels, c'est celui qui concerne les CPE, les conseillers principaux d'éducation, pour lesquels une modification statutaire peut être faite après la simple consultation du Conseil supérieur de la fonction publique, ce qui risquerait de fragiliser encore un petit peu plus le statut de cette catégorie personnelle qui subit déjà des attaques par ailleurs. Et en ce qui concerne la Fédération sur l'éducation, voilà, on est déjà dans une logique d'affrontement et d'appeler les personnels à se mobiliser fortement contre l'ensemble de ces contre-réformes. Et on peut espérer qu'il y ait un cadre unitaire le plus large possible d'opposition au ministère. Voilà, c'était donc Jules Siran du syndicat Sud Éducation qui s'exprimait, qui nous fait part de ses inquiétudes. Moi j'ai l'impression que dans ce pays, quoi qu'on fasse, les gens sont jamais contents. Hein. Moi je trouve bien le fait de rendre obligatoire l'école dès l'âge de 3 ans. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Bah, d'une certaine manière. Et de revoir un petit peu la manière dont sont formés les enseignants, ça c'est aussi une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont fraîchement diplômés, qu'on envoie dans les quartiers les plus difficiles ou dans des classes les plus difficiles. Le meilleur moyen de décourager quelqu'un. C'est un peu n'importe quoi la manière dont c'est fait et c'est géré. Ouais, mais c'est justement là où le problème, c'est que je pense que la problématique est placée dans un autre sens et est placée même au mauvais sens. Parce qu'à un moment donné, on te parle de essayer de mieux contrôler voilà, la répartition des professeurs sur le territoire. On te parle de l'entrée à l'école des 3 ans. Ouais. La première chose, c'est que dans les faits, les gamins rentrent dans le système de l'éducation nationale de plus en plus tôt, avec l'entrée en crèche, etc. La crèche, c'est pas l'école. Bien sûr, mais le truc, c'est que dès la crèche, on commence à mettre des systèmes où les gamins sont dans l'apprentissage. Ça c'est la réalité. Après c'est pas officiel, mais dès la crèche on essaie d'apprendre des choses, méthode Montessori, des langues, etc. aux gamins dès qu'ils sont petits, dès l'âge de 2 ans, un peu comme dans ces écoles privées aux États-Unis. Ensuite
par rapport à cette situation où on est constamment dans des nouvelles réformes, moi je pense c'est pour ça que je dis qu'on met pas la question au bon endroit. C'est que depuis X années, ce sont toujours les mêmes territoires qui sont défavorisés ou qui sont impactés par la non-activité de l'éducation nationale et de l'État sur ce même territoire. C'est-à-dire, c'est l'Académie de Créteil et Bordeaux, etc., tout ça, c'est-à-dire la zone C, où tu as la Seine-Saint-Denis, où tu as Paris, les banlieues en l'occurrence, et les quelques banlieues de France et de Navarre, c'est toujours les mêmes territoires, où tu as des zones d'éducation prioritaire. Le problème, c'est pas tant ils ne sont jamais contents, c'est que on veut pas mettre le doigt dessus. Qu'il y ait une espèce de... Les Français sont des Gaulois réfractaires. Au changement. Mais au-delà des réfractaires au changement, c'est surtout qu'à un moment donné, on leur parle de changement, mais sans changer les choses. Ouais. Je pense que si les choses étaient réellement changées, peut-être qu'ils se poseraient la question différemment. Nasser, est-ce que tu partages l'avis d'Enver? Nasser, il est pas là. Mortal. Moi, je partage l'avis d'Enver. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec lui pour le coup. C'est vrai que la question qui se pose en réalité, c'est la question de l'égalité sur les territoires. Et on voit que sur la question de l'école, notamment, vous ressemblez étrangement avec Nasser, hein, j'ai l'impression. Hein? Vous ressemblez étrangement. C'est pour ça que ça m'a fait défaut. Vas-y, je t'en prie. Il y a une vraie disparité entre les services publics de l'éducation dans les milieux populaires et ceux dans les milieux les plus aisés. Et la véritable question, elle est là, c'est la question de l'égalité, en tout cas de service public, du niveau du service public. Et après, que l'école commence à 3 ans, ok, je veux bien, mais quels moyens on met? Voilà. Comment est-ce que ça se goupille? Si c'est pour faire juste tout simplement d'une sorte d'accueil dès l'âge de 3 ans avec des professeurs qui sont Enver parlait du système de répartition. Si c'est pour se retrouver aujourd'hui avec des professeurs qu'on connaît, pas formés, peu expérimentés sur nos milieux, dans nos quartiers, avec des gamins qui sont de plus en plus jeunes, donc ils ont besoin de gens encore plus formés, encore plus attentionnés, encore plus expérimentés, je pense que ça peut être quelque chose dans une certaine mesure de mauvais. Après, il faut voir comment est-ce que ça se goupille, quels moyens sont mis, et dans quelles conditions ça se fait. Et pousse l'analyse encore plus loin, regarde. Voilà. Là, on autorise effectivement l'accès de l'école aux enfants à partir de l'âge de 3 ans. Donc dans l'école publique, ça veut dire que dans l'école privée, automatiquement également à partir de 3 ans. Mais ça veut dire également que si toi dans le système privé tu fais dès 3 ans l'entrée dans le système scolaire, dès le système dans le 3 ans dans le système scolaire, tu peux organiser justement une espèce de répartition entre ceux qui ont l'argent pour mettre leurs enfants dès l'âge de 3 ans dans des super établissements où le gamin va apprendre plein de choses, il va être super épanoui parce qu'il y aura toutes les méthodologies norvégiennes, etc., etc. Et de l'autre côté, le système public où il n'y aura pas de professeurs, toujours pas préparés, etc. Et donc, en plus, moi, d'autre part, je suis plus pour mettre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans plutôt que de rallonger de l'autre côté plutôt que de rallonger Alors comment vous expliquez que le fait, il y a plein de parents qui habitent des quartiers populaires et qui décident de mettre leurs gamins en privé parce qu'ils n'ont plus confiance en l'éducation nationale, parce que c'est bâclé, parce qu'on le sait quand on vient du 93 que le niveau est extrêmement bas et que des profs arrivent à enseigner avec 4-5 de moyenne. C'est pas moi qui le dis, je vous assure que c'est vrai. Donc il y a un réel problème de poste, des profs de plus en plus absents et non remplacés. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Il serait peut-être temps que ça change, non? Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Quand ça change, les gens gueulent. Alors je sais pas ce qu'il faut. Non mais l'analyse qu'on vient de faire, en tout cas avec Enver, c'est pas celle de dire il faut des mesures superficielles. Enfin, c'est un peu des mesures superficielles de dire on va diviser les classes de CP en 2. Comment est-ce que c'est vraiment et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle idée on se fait de la société, quelle idée on se fait du service public et comment est-ce qu'on l'organise? Est-ce que on organise l'égalité entre tous les citoyens ou est-ce que il y a un niveau de service qui va être différent entre les gens qui ont plus d'argent et les gens qui ont moins d'argent? Il y a un truc par exemple moi qui me dérange, c'est que par exemple il y a une loi qui s'appelle la loi Carle qui fait que dans notre argent public, on finance les écoles privées. Ouais. Aujourd'hui, il y a des vrais manquements, il y a des vrais manques d'argent dans l'école publique. Enfin, je veux dire, gardons l'argent public pour l'école publique pour l'instant. Donc, tu vois, par exemple, il y a des sortes de lois comme ça où, moi je pense que l'argent public a rien à faire dans les écoles privées et vice versa, tu vois. Donc je pense qu'il y a une véritable question d'idée de quelle idée on se fait de l'école, quelle idée on se fait du service public, quelle idée on se fait de l'égalité des chances et l'égalité des droits.
Et voilà, c'est de l'orientation politique, c'est de la pure idéologie. Et avant de finir ce zapping avec un coup de gueule signé Bellatar, on accueille Méziane qui a été intercepté au standard 01 40 33 9000. Salut Méziane. Salut Méziane. Salut, j'ai été intercepté. Ouais. Je suis pas une fusée. Hein. Ouais, bon, allez, vas-y, à toi l'honneur, mon pote. Ouais, bon, donc salut les amis, les intervenants, bonjour, tes collègues là, voilà. Ben écoutez, moi j'ai pas l'impression que de toute façon qu'on mette Castaner ou que machin soit resté là, comment Colomb soit resté, de toute façon les choses sont déjà écrites. Comment on appelle ça, il y a des lois qui sont déjà établies et en fin de compte c'est que de la gestion au coup par coup et d'une manière générale la politique elle est déjà établie au niveau européen. Donc ce n'est pas parce qu'on va mettre Castaner ou un autre que ça va changer quoi que ce soit. Parce que les politiques, elles sont pas décidées au niveau national, elles sont décidées au niveau européen. Donc c'est pas la peine de chercher n'importe quel ministre fera la politique européenne. Donc par conséquent, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Le vrai pilote, il est à Bruxelles. Oui, bon, ça c'est un discours qu'on entend, je dirais pas chez qui, mais vous m'avez compris. C'est un avis, mais tout ne se décide pas. Après, je suis pas un défenseur 80%, non, mais 80% des choses se décident à l'Europe. Ouais, mais bien sûr 80%, mais c'est bien facile de dire ça. Bah non, c'est pas facile, c'est une réalité. Je vais aller en profondeur. Là, on va rentrer dans le droit constitutionnel dans ce cas. À un moment donné, il y a les traités. Ensuite, il y a la Constitution française et qui est le bloc de constitutionnalité, donc les lois, etc. Donc, il y a effectivement des traités qui sont au-dessus de la Constitution française, qui disent que, bah voilà, si demain on a une loi qui est opposée à une norme européenne, eh ben on va favoriser la norme européenne normalement juridiquement, mais le fait que ce soit comme ça par rapport à la hiérarchie des normes, si je puis dire, ça ne veut pas dire que tout est décidé au niveau européen. Alors, à l'Europe, il y a les traités et chez nous, il y a le thé. Et là, c'est bien joué. Et là, c'est juste pour dire à monsieur sans embrouiller ni rien du tout, c'est que voilà, le ministère, chaque État, et à un moment donné, il est maître de sa destinée juridique. Et en matière de droit et de ministère de l'Intérieur, etc. Le peuple et le pays sont souverains. Donc dire que ça se décide tout au niveau de l'Europe à ce niveau-là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Tiens, je vous donne une petite info en passage, puisqu'on parlait de conseil machin. Conseil d'État a donné tort au CSA qui avait mis en demeure RTL pour des propos d'Éric Zemmour. Donc voilà, le Conseil d'État a cassé en fait la mise en demeure du Conseil supérieur de l'audiovisuel vis-à-vis d'RTL et donc d'Éric Zemmour qui était chroniqueur chez eux. De quoi ça lui apprendra à qui? À Éric Zemmour. Ben non, mais lui justement, on a donné tort au CSA d'avoir mis en demeure RTL. Le Conseil d'État a cassé. Voilà. J'ai compris. Bon. Justement, la loi européenne qui, elle, là, justement, va permettre de recasser cette décision-là. Bon. Alors on enchaîne et on finit ce zapping avec un coup de gueule sur LCI contre la police. Celui de Yacine Bellatar sur LCI. Il parle de l'interpellation, vous êtes au courant, le frère de MHD qui a été interpellé par la police et ça a été assez violent et Bellatar est énervé. Moi je vais vous dire quelque chose qui va choquer, voilà. Vous voyez là, l'image du chien là, ça là, la dernière fois que j'ai vu des images comme ça, c'est l'apartheid. Donc que les choses soient claires, quand on lâchait des chiens sur des gens, a priori de couleur noire, c'était l'apartheid. Ça rappelle notamment quand on voulait casser les manifestations à l'époque de Martin Luther King. Ils sont 9 policiers, il y a un chien. Alors je dis ça aujourd'hui et j'assumerai les conséquences. C'est juste un avertissement pour le prochain ministre de l'Intérieur. Il n'est pas nommé, il va être nommé dans 48 heures. Si le prochain ministre de l'Intérieur ne se fait pas le lien entre les gens des quartiers et la police, il y aura une émeute. C'est pas une menace, c'est une promesse. Quand on voit cette image-là, on en parle aujourd'hui sur votre plateau parce que c'est le frère d'MHD et qu'MHD est l'un des artistes les plus puissants de France, pour pas dire le plus puissant. Et aujourd'hui, de voir juste quelqu'un, deux noirs, qui se font contrôler comme ça. Et j'ai entendu le syndicaliste de la police dire, oui, mais il s'en était pris au chien.
Non mais attendez, là de quoi on parle? C'est-à-dire le chien il va porter plainte aussi maintenant là-dessus? Et je dis ça parce que ce week-end j'étais à Sartrouville, j'ai fait du terrain, j'étais à côté de la Cité des Indes. Les rapports entre la police et les jeunes sont effroyables. Et je vais expliquer pourquoi, c'est très simple. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les policiers ont le même âge que les gens qui le contrôlent. On n'a pas affaire à des contrôles de police comme moi j'ai pu vivre, c'est-à-dire qu'avant il y avait toujours un cheveu blanc en face, un policier qui disait on se calme les jeunes, ça va, il y avait une forme de pédagogie. Là on a affaire à des gens qui écoutent les mêmes rappeurs, qui ont cette même envie de confrontation. Là, ce que je vois là, faut me dire de quel côté sont les gens, les racailles. Honnêtement, je vous dis ça. Et ça veut dire qu'ils sont mal encadrés. Le problème il est où? Parce que les gens sont pas violents, ils naissent pas violents. Donc s'il y a confrontation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils sont mal formés, mal encadrés. Non. Je vais vous dire quelque chose, Thierry. Vous savez, c'est horrible de dire ça dans un pays comme le nôtre, mais ça s'appelle le quotidien. Pour des millions de gens dans les quartiers. Alors, on en a reparlé il y a quelques temps ici. Je sais que les policiers ne travaillent pas dans des bonnes conditions et compagnie. Mais là, il va falloir vraiment qu'on s'assoie autour d'une table, les uns et les autres, pour dire, ça va pas bien se finir. Moi, j'en ai marre d'aller dans les quartiers parce qu'il y a des bavures policières ou des mecs qui se font tabasser. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vraiment, je vais vous dire la phrase qui revient le plus dans les quartiers. La police nous protège du pire, mais qui nous protège de la police? Mais vous trouvez pas qu'il y a moins d'impunité? Maintenant, les vidéos sortent sur les réseaux sociaux plus qu'avant. Oui, absolument. Alors, juste préciser aux policiers, vous savez que vous avez le droit de filmer. Les policiers français font en sorte que vous ne filmez pas parce que souvent l'opinion publique se met du côté des gens qui sont agressés, pas l'agresseur. Mais en plus, je vais rajouter quelque chose. Moi, je suis pour les caméras. Comme aux États-Unis, je suis pour la caméra chez les policiers. Ils ont de plus en plus dans les véhicules de police, ils ont des caméras, ils ont sur eux. Oui, des GoPro. Parce qu'en fait, ça permettrait quoi? Vous voyez souvent dans les émissions américaines, c'est vous qui regardez, souvent on voit le policier, il est tout seul en voiture et il dit bonjour monsieur, comment allez-vous? La politesse du policier américain. Et ben ça crée une distance où si le mec fait n'importe quoi en face, ça sera de sa faute. Le tutoiement des policiers français envers ces gens-là. Je sais pas ce qui s'est dit. Honnêtement, en plus, j'ai plutôt beaucoup de sympathie pour MHD, mais il est traumatisé. MHD, c'est l'une des plus grandes stars françaises. Vous le savez. Enfin, nos enfants consomment du MHD. C'est lui qui représente la France. Faut pas oublier qu'MHD, c'est quelqu'un qui fait près de 150 dates, dont peut-être une 60aine en dehors de la France. C'est lui, la France. Et de se dire, mais attendez, moi je représente la France et de l'autre côté, mon frère se fait contrôler comme un... Mais on dirait c'est Pablo Escobar. Et moi, honnêtement, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point à chaque fois les policiers ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que là c'est le fait de 3-4 policiers. Le truc du chien me dégoûte au plus haut point. Mais je pense pas que tous les policiers soient d'accord avec ça pour répondre très clairement. Il y en a beaucoup qui doivent dire putain, c'est reparti, l'opinion publique va être contre nous. Voilà, alors le coup de gueule de Bellatar. Nasser, ça te fait réagir? Ouais, non, ça me gonfle surtout. Pourquoi que ça me gonfle? Moi, ce qui me gonfle, c'est pas le fond. Ce qu'il dit sur le fond, je suis d'accord avec lui, mais de dire que l'artiste c'est la France, c'est les quartiers populaires. Voilà, moi je suis pas du tout du même avec lui. Au-delà que ça soit un artiste connu ou pas, il y a des bavures policières partout. À ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, Adama Traoré n'était pas connu. Et aujourd'hui, il a subi cette bavure policière. Et c'est pas pour autant qu'on ne va pas défendre sa cause. Voilà, moi pas parce qu'il fait pas 150 dates par an. Exactement, tout à fait. Donc les bavures policières, elles se font partout dans la France, en France, et je considère que quand on veut défendre une cause ou quand on veut défendre, je veux dire une question comme celle-là, on doit pas faire de différence entre celui qui est connu et celui qui est moins connu. Donc voilà, pour moi, Bellatar c'est bien gentil. Oui, mais c'est une référence, c'est un exemple. Ouais, non, pour moi c'est pas déjà c'est pas ma référence. Oui, bon, pour te dire, parce que quand il te dit que c'est oui, non, mais d'accord, mais au-delà de ceux qui n'écoutent pas forcément du rap, ben voilà, moi personnellement, je suis pas forcément d'accord avec lui sur le fond. C'est soit il aborde la question en parlant en général, sinon c'est pas la peine, quoi. C'est qui c'était, c'est mieux. Bon, c'est plus MHD, c'est plus pour ta, non? Moi j'aime bien MHD. Bah oui. Mais d'autre part, je pense que je comprends la position qui est celle de Nasser. C'est vraiment de dire voilà les quartiers qui réussissent, c'est vraiment le truc libéral quoi, en mode ce qui représente les quartiers c'est Zinedine Zidane, Gad Elmaleh et puis MHD quoi. Mais la réalité c'est que finalement on dit que après c'est vraiment un truc de sémantique hein, mais c'est juste de dire que la France, les quartiers, c'est les modèles de réussite, c'est les gens qui réussissent aux yeux de la société, qui font beaucoup d'argent. Mais et d'autre part, ça veut dire que ce qui n'est pas la France, c'est les gens qui ne réussissent pas, comme Adama Traoré, comme j'en sais rien, Boubacar, comme Ziad Ebouna, des gens qui ne sont rien quoi. Bien sûr. Et mon cher Nasser, puisque t'aimes bien la découverte, MHD c'est ça. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment c'est ma voisine. Je connais ses frères, ses mecs. Moi j'aime beaucoup. Même plus grand que moi.
Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. Écoute le refrain, Nasser, tu vas voir. Pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Ma belle, aïe, 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 aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, Nasser, je comprends mieux, il y a des fans dans la salle, c'est ça, je veux dire, dans le studio. C'est pour ça que vous êtes en train de le défendre. D'autre part, mais moi, j'ai rien contre lui. MHD a appelé à la marche samedi et la marche à demain. Non, mais je remets pas en cause. Là, je parle pas de MHD. Je parle surtout sur comment il a présenté la chose, Bellatar, qui me gêne. Voilà, c'est juste ça. Après, c'était pas vraiment le sujet des violences policières, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Nasser, justement, là-dessus, parce que là, on est sur deux positionnements. Le premier, c'est qu'effectivement, Yacine Bellatar, c'est un artiste, c'est un comique, et je suis pas tant pour dire qu'il n'est pas placé pour parler en tant que citoyen. Voilà, il est chroniqueur également, mais au départ, voilà, il est humoriste, etc., etc. Voilà son rôle au départ. Oui. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand il dit, bah voilà, MHD c'est la France, moi je l'entends, etc. Sauf que à côté, c'est comme c'est comme de mettre en silence ce que lui-même a fait ce à quoi il a participé dans le clip Banlieusard de Kerry James, où on expliquait que justement la France, c'est pas simplement le fait que parce que je suis noir, je suis artiste, je suis connu, je représente ça. C'était justement dans le clip Banlieusard, on voit des photos d'Yacine Bellatar et plein de gens qui se montrent. Ce sont des gens de la société civile et qui ont un métier. Certains sont éboueurs, c'est machin, etc. Certains ils sont pas forcément connus, ils sont pas dans le showbiz. Mais là, quand il dit, bah voilà, il y a eu cette agression, c'est grave, machin, donc il va y avoir des émeutes. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir des émeutes parce que là encore une fois, il y a eu une agression et que effectivement, il y aura rien. Sauf que il s'émeut des émeutes. Et pourquoi à un moment donné il fait pas autant de bruit autour de ces gamins de 12 ans qui meurent dans des rixes violentes? Là par exemple, voilà, moi j'aimerais l'entendre parce que c'est pas le frère d'MHD. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il s'en fiche, bien au contraire. Mais à un moment donné, voilà, quitte à utiliser quelque chose et le mettre en avant, c'est pas forcément l'agression du frère de MHD, bien que le frère d'MHD, vu que c'est le frère d'MHD, on peut taper plus lourdement sur les policiers qui ont fait n'importe quoi. Et un Yacine Bellatar, il devrait peut-être justement parler encore plus de ces rixes entre quartiers et de ces bavures qui se font sur des inconnus. Bon, on en fait une petite place à Sofiane qui est avec nous. Salut Sofiane. Bonjour. Sofiane, il nous appelle d'où? J'appelle de Paris. De Paris, on vous écoute, Sofiane. Alors, je fais très simple. J'entends tout ce que disent les chroniqueurs. Moi, j'ai une autre lecture en fait de ce que dit Yacine Bellatar. Quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il prend l'exemple du frère de MHD en essayant de soulever le problème de la violence policière. Le vrai souci, en fait, quand il se présente, globalement, son discours, pour moi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, voilà, manque de peau, cette fois-ci, c'est tombé sur quelqu'un qui a un frère connu, qui fait qu'on médiatise cette affaire-là. Bah oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il soulève en fait, si vous voulez, le problème que ça arrive tous les jours, mais parce que là c'est tombé sur le frère de quelqu'un de connu, et c'est médiatisé, et manque de peau pour la police, là c'est aller toucher, si tu veux, quelqu'un qui a une vitrine, qui a une visibilité, qui a une certaine crédibilité ou un certain suivi auprès de la oui, peut-être, mais on l'entend bien justement, mais il s'est mal exprimé, je pense. Après, Yacine Bellatar, effectivement, c'est un humoriste, mais faut pas oublier que ça fait très longtemps qu'il milite justement pour les quartiers contre la violence policière. Et c'est vrai qu'il aurait pu aussi parler des rixes qui se sont passés ces derniers temps. Mais lui, en fait, il pointe juste du doigt les violences policières, comme il a fait pour Adama Traoré, comme il a fait pour à chaque fois qu'il y a eu des violences policières dans des quartiers. C'est tout. Mais il faut pas croire que il appuie en fait là où ça fait mal. Je suis assez d'accord, Sofiane. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et je le connais pas plus que ça. En tout cas, il a trouvé en toi un bon avocat. Il faut vraiment tendre l'oreille. On se rend compte que il soulève le problème en disant voilà, là manque de peau pour la police est tombé sur quelqu'un de connu. Oui, merci Sofiane, merci pour ton appel et ta lecture, moi qui me paraît tout à fait logique. Non mais moi j'entends les gars. Non, moi j'entends cette lecture et c'est exactement celle que j'ai eue. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas la première fois qu'il le fait, Yacine Bellatar, cette lecture, parce que c'est pas la première fois que ça tombe sur quelqu'un de comment dire, de connu ou quelqu'un de proche du connu. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, est-ce que tu peux dire après la pub?
Très rapidement. Ouais, parce que là il faut teaser, mon ami, parce que là il y a la pub. Donc dans un instant, on termine avec le cas Yacine Bellatar et on enchaîne avec un autre cas. Il a été perquisitionné, lui, à 7h du matin à son domicile. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous, avec monsieur Nasser Lajili qui est là et qui se fait timide d'ailleurs pour son retour, hein, je trouve. Hein. Non, pas timide, mais on va doucement, quoi. Doucement. Doucement, je suis impressionné par Ta et Enver. Oh, Enver de Santos et Ta Abouabs qui est avec nous donc sur France Maghreb 2. Ta Abouabs. Il va pas te lâcher avec ça. Attendez. Auditrice, auditeur, appelez-nous pour dire ce que vous comprenez quand je dis Ta Abouabs. Ah ouais, tu vas avoir 15 000 appels. Voilà. Vas-y, appelez, s'il vous plaît, appelez. On est d'accord qu'il dit Bouaps avec un P. Mais non, pas avec un P, avec un B comme bébé, comme boucherie. Non, comme, avec un P à la fin à la place du F. Benalla. Non, à la fin, avant le S, tu dis quoi? Un F? Non, vas-y, dis-le. Bouafs. Voilà. Ah là, ouais. alors. Ah, bon. Tous les émissions sont pareilles. Ah ouais, mais il va falloir t'y faire, mon vieux. Bon, ce matin il était 7h. Jean-Luc Mélenchon se réveille. Beaucoup de monde vient chez lui, pas pour prendre le petit-déj. Jean-Luc prend son téléphone et fait cette vidéo. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement. Ils ne me font pas peur. Une personne qui a une enquête préliminaire, n'est-ce pas le président Macron? Non, ils viennent chez moi pour une enquête préliminaire sur mes assistants députés européens, sur la base d'une dénonciation d'une femme d'extrême droite qui disait elle-même que c'était une plaisanterie. Et ensuite pour cette fameuse histoire de compte de campagne, démocratie. Dans une démocratie, la personne d'un parlementaire est intouchable, d'un président de groupe d'opposition est intouchable. Rappelez-vous de ça, les gens, regardez bien ce qui se passe. Demain, vous verrez, les mêmes, ils trouveront une excuse ou une raison quelconque pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font partout dans le monde. Parce que c'est ça leur nouvelle technique. Cette affaire, elle a lieu à propos des assistants parlementaires que j'avais lorsque j'étais député européen. C'était Jean-Luc Mélenchon au réveil ce matin. Un Jean-Luc Mélenchon qui s'est bien réveillé par la suite à l'Assemblée nationale cet après-midi. Je ne me plains pas d'être perquisitionné. Je me plains de cette mise en scène et du résultat concret auquel nous arrivons. La deuxième plainte concerne les comptes de campagne présidentielle qui s'avèrent être un véritable traquenard, comme ce monsieur Logereau que vous avez augmenté de 57%, maintenant a transformé cette commission en un moyen de dénoncer les gens et de les envoyer au pilori il y a plus de 7 mois. Voilà ce que j'ai à vous dire, et c'est encore l'état de droit. Je suis président d'un groupe d'opposition. 7 heures de perquisition, c'est mon chef de cabinet. Vous avez tous mes rendez-vous depuis 2 ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France Insoumise et tous ceux du parti de gauche sans que nous ayons signé un seul procès-verbal. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables? Voyez-vous ce que ça veut dire? Vous sentez-vous solidaire de procéder pareil? Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre. La parole est à monsieur le Premier ministre. Voilà, il s'est fait couper la parole par le président de l'Assemblée nationale pour laisser parler le Premier ministre. Alors sur cette affaire, est-ce que ça vous a choqué, vous, la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon ce matin à domicile? Vous pouvez nous appeler, amis auditeurs, pour avoir votre avis au 01 40 33 9000. T'as suivi un peu cette affaire? Moi j'ai suivi cette affaire, pas de fois, ouais, j'ai suivi cette affaire. T'as pleuré? Non, j'ai pas pleuré, non. Non, mais après, je pense que voilà, sur cette affaire, on voit bien finalement le 2 poids 2 mesures qu'il peut y avoir, par exemple. Enfin, je veux dire, on conteste pas, sur le point de vue légal, on conteste pas la légalité de cette perquisition ou pas. C'est de dire comment est-ce que aujourd'hui est traitée la principale force d'opposition au gouvernement quand on envoie perquisitionner le logement des anciens collaborateurs de Jean-Luc, quand on envoie des policiers chez Jean-Luc, au siège du parti de gauche, au siège de la France Insoumise, pour aller récupérer des données politiques à cause d'une dénonciation calomnieuse de la part d'une députée européenne du Front National qui avait reconnu elle-même que c'était une plaisanterie et que c'était pas des accusations fondées. Donc voilà, on voit aussi que clairement, par exemple, quand on va faire des perquisitions chez Alexandre Benalla, on a du mal à ouvrir la porte.
des coffres-forts disparaissent, personne ne s'en inquiète, des scellés sont brisés, personne ne s'en inquiète. Par contre, quand il s'agit de mener une action synchronisée sur 10 logements en même temps contre l'opposition au gouvernement, c'est beaucoup plus facile que d'aller ouvrir la porte de chez Alexandre Benalla. Donc voilà. Oui, mais attends, Mélenchon est quelqu'un comme tout le monde finalement, dans le sens où s'il a des choses à se reprocher, il devrait être un peu moins colérique et être plus tranquille, j'ai envie de dire. Ce coup de colère à l'Assemblée nationale, il y en a beaucoup qui l'ont subi, cette perquisition. Je rappellerai qu'après les attentats du 13 novembre en 2015, ce sont des familles entières qui se sont fait réveiller en pleine nuit, à qui on a pété la porte d'entrée, qu'on a d'ailleurs traumatisme encore aujourd'hui sur certains enfants, plaquer le père par terre. Enfin, je veux dire, faut pas qu'ils se plaignent non plus. Oh. Non, mais enfin, je veux dire, déjà, c'est pas des choses comparables. Pas parce que Jean-Luc Mélenchon est meilleur qu'un autre, parce que il y a une opposition politique dans ce pays qui se fait aspirer des données importantes, des données politiques par le pouvoir en place. Et on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas tout blanc. Toi, c'est une perquisition politique, d'après toi? Je sais pas si c'est une perquisition politique, mais en tout cas, on en profite pour récupérer des données politiques. On va récupérer tous les disques durs au siège du parti de gauche et au siège de la France Insoumise, avec tous les agendas, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de politique là-dedans, et on sait que avec ces éléments-là, le gouvernement n'a pas toujours été tout blanc. On sait que par exemple, il y a des membres de l'Élysée qui avaient récupéré des caméras de vidéosurveillance pour les remettre à Benalla pour sa défense. Donc on se doute bien, enfin voilà, on peut imaginer ce qu'ils peuvent faire avec des données politiques de la France Insoumise. Donc voilà, en tout cas, ça pose question ces choses-là. Je sais que aussi par des amis proches des camarades, je sais ce qui s'est passé aussi à l'intérieur du siège de la France Insoumise, où t'as des policiers qui sont montés sur les tables, qui ont jeté des choses par terre, qui ont bousculé des camarades que je connais bien d'ailleurs. Donc voilà, il y a aussi cette donnée-là qui est à prendre en compte, la façon dont ça se fait. Ah oui, bien sûr, la violence. Voilà, donc voilà, moi je pense que c'est quand même problématique qu'aujourd'hui la principale force d'opposition se fasse je prends ça un peu comme une attaque. Maintenant, je sais pas si c'est légitime ou pas. En tout cas, on verra comment ça se goupille. Ça se goupille, quoi. Nasser, une attaque ou pas? Non, moi après je sais pas si on doit considérer ça comme une attaque. Moi personnellement, qu'il y ait une perquisition, qu'ils fassent leur travail, il n'y a pas de souci. Après il y a la manière de le faire. Donc effectivement, ce matin il y a eu on va dire c'était assez chaud. Au bureau de la France Insoumise, certains se sont fait même étrangler, donc apparemment la police s'est comportée d'une manière qui n'était pas forcément la bonne. Ils vont peut-être commencer à parler de la violence policière au sein de la France Insoumise. Voilà, et d'un côté, là-dessus, j'allais rebondir là-dessus, en disant que dans ma tête, moi je considère que c'est important que ce qui s'est passé ce matin. Pourquoi ? Parce que ça va faire peut-être prendre conscience à certains politiques qui ont beaucoup négligé ces questions-là. Ouais, de la manière dont les gens, dans la manière dont les gens sont traités quand ils subissent une perquisition. Donc effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a certains qui n'ont jamais eu de problème et qui ont été perquisitionnés pendant les attentats de 2015. Ouais. Et ça a marqué beaucoup de gens. Et je considère que ces politiques, ils doivent prendre conscience des vraies problématiques qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires et que certains subissent au quotidien ces perquisitions et qui n'ont pas forcément de problème derrière. Donc voilà, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que les politiques commencent à prendre en main cette question de la violence policière, de la manière dont les perquisitions sont faites et comment on pourrait traiter nos concitoyens sur ces questions-là. Enver, avant d'accueillir Daoud au téléphone. Bah écoute, pour moi ça soulève de nombreuses questions que tu as soulevées, que Nasser et ont soulevé, mais également que Jean-Luc Mélenchon a soulevé lui-même ce matin et lors de l'Assemblée. C'est qu'on se rend compte effectivement que les partis d'opposition dans de nombreux pays commencent à être un tout petit peu maintenus par une extrême droite et par une violence politique incroyable, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe dans de nombreux pays d'Europe, ce qui s'est passé en Pologne. Voilà, les partis de gauche et les partis dits populaires, ceux qui sont proches du peuple, commencent à être mis au silence. Ensuite, l'autre point qui a été soulevé, c'est effectivement par rapport à toutes les perquisitions qui ont été effectuées lors des attentats en 2015. Là où je pense que tout cela se réunit, c'est que on vit dans un état
non pas un État policier, mais un État qui n'est plus le même État de droit qu'il y a une quinzaine d'années. On n'est plus dans le même État de droit que lorsque Jacques Chirac était président de la République. Il se passe des choses politiquement où justement on a une élue du Rassemblement national qui normalement doit être auditionnée et entendue par un psychologue parce que la loi le dit, mais qui se permet de dire des choses, et etc. Il se passe de plus en plus de choses comme ça. Psychiatrique. Voilà, donc moi je pense qu'il y a une remise en question de nos lois, de notre état de droit, et peut-être que la réponse se fera au niveau des urnes si un nouveau parti arrive au pouvoir et décide de changer cette constitution pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bavure policière, pour essayer de faire en sorte que lorsqu'il y a des procédures judiciaires à l'encontre de politiciens, ce soit mené de manière juste et légitime. Et après on verra. Mais en tout cas, tout ce qui se passe, c'est presque normal pour moi. La violence policière est un élément important, mais qui concerne une certaine catégorie de personnes. On est bien d'accord. Si vous allez dans la France profonde, ils vont pas vous parler de la violence policière, ils la connaissent pas. Voilà. Oui. Là, ça concerne uniquement les quartiers populaires. Voilà. Il faut le dire. Non, mais c'est bon de le rappeler. C'est vrai, bien parce sûr. que la France profonde n'a rien à fiche de la violence policière. Elle ne la connaît pas. Voilà. Il y a eu les perquisitions. Monsieur Mamine, notre directeur président, donc avait parlé justement des perquisitions au sein du PS également. C'est pour ça que je te dis ça. Et c'est pas tant. Je pense que c'est pas tant que les violences policières se passent toujours au même endroit. C'est que pour moi, c'est une question de pouvoir. Ouais. Ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Et effectivement, aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir c'est quand même plus facile quand ont t'as le l'argent. pouvoir, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, mais bien sûr. Et ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sont ceux qui ont l'argent. Est-ce que c'est une perquisition aux ordres? Je vous pose la question, moi. Je me la pose. Non, Monsieur Mamie, est-ce que c'est une perquisition aux ordres? Parce qu'on sait que c'est ordonné par un juge. Est-ce que ce sont des juges? Parce que le timing tombe un peu bizarrement un jour de remaniement. Est-ce qu'il faut faire le lien ou pas? Ou ça a absolument rien à voir? Moi, je crois pas ça. Je crois pas que ça soit programmé le jour du remaniement. J'ai vu d'ailleurs que c'était Castaner. Castaner n'était même pas en poste à l'heure de la perquisition. Mais bon, voilà. C'est pour dire. C'est pour dire. De devenir ministre si il se fait. Voilà, allez, c'est ça. Tranquille. Bon, Daoud est avec nous au téléphone au 01 40 33 9 spin. Prenez la parole parce que l'émission Le LGF vous la donne. Donc, amis, peuple de France et du monde qui nous écoutez un petit peu partout sur la planète, prenez la parole, exprimez-vous parce que vous l'avez réellement ici. Salut Daoud. Oui, bonjour. Bonjour Daoud. Bonjour. Du coup, toi aussi t'entends Bouhaps. Comment? Non, il n'entend rien du tout. Daoud, on t'écoute. D'accord. Moi, je voulais en fait intervenir quand j'ai entendu Mélenchon, ça tombe bien. Parce qu'on voit enfin le revers de la médaille. Parce que cette personne, pour moi, qui mérite la prison, pourquoi? Parce que... Qui mérite la prison? Qui mérite la prison, Daoud? Laissez-moi... Attends, je vais finir avec Christophe. Oui, mais dis-moi qui mérite? De qui on parle pour qu'on comprenne? Et puis essaye de parler bien près de ton téléphone. Mélenchon mérite la prison. Oui, je vais essayer de parler, de me justifier. Parce que lui, qui s'indigne le 13 novembre là, sur le terrorisme, après... Qui accueille le PKK action terroriste, actes terroristes qu'ils font en Turquie, déjà je trouve c'est l'hypocrite de première. Deuxièmement, lui qui dit ouais l'égalité pour tout le monde, qui part lui en avion en première classe et ses assistants en deuxième classe, ça montre la personne. Troisièmement, on sait tous que c'est un maçon, donc on sait tous qu'il doit avoir des amis haut placés, donc ça déjà, la percussion qui s'est passée, il devait être au courant, c'est pour ça que vous allez voir demain, on va rien trouver. On va rester que du spectacle, du théâtre. Comme lui, il aime bien parler parce qu'il a de l'aura. Il aime que parler en fait, il a que ça. Il va parler, on le voyait dans la vidéo qui se plaignait, ouais on perquise, tout ça, mais il savait déjà. Parce qu'une personne moi je connais plein de personnes qui sont fait perquiser. Oui mais attends, Daoud, moi je t'entends. Oui, et puis c'est les Illuminati qui contrôlent la Daoud, j'entends tes propos, mais de là à dire qu'il mérite la prison, c'est un peu fort de café quand même, Daoud. Là, reprends-toi mon ami. Attends, je vais me dire déjà, il n'y a pas d'Illuminati, je suis pas un complotiste ou je ne sais pas quoi. Qui a dit ça déjà? C'est moi, c'est sur le ton de l'humour, mais simplement, tu peux pas dire que Mélenchon soutient. Contre l'humour, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis pas un complotiste, je vois la vérité. Ta vérité. Mais t'as bien vu qu'il a fait un direct live à 7h du matin en se faisant perquisitionner. Il était au bout de ses nerfs. Tu veux pas dire qu'il a des amis haut placés qui savaient pas, qu'il mérite la prison, qu'il mérite pas la prison. Moi, je le vois, je veux dire, ça a pas de... il est tout le temps méchant. Et le matin, il était tout gentil. Ah oui, je me fais perquisitionner. Moi, je vois déjà une double personnalité de cette personne. Après, bon, on a bien compris que tu l'aimais pas, quoi. Non, c'est pas que je l'aime pas. C'est que c'est un hypocrite. C'est que pourquoi le 13 novembre, il se plaint, il dit voilà, on se fait attaquer par des terroristes, et que lui, il accueille des groupes
terroriste du PKK qui est reconnu par la France et par l'ONU. C'est quoi cette hypocrisie? Bon, merci Daoud, on a bien compris en tout cas ta colère, t'as pu la transmettre. Voilà, hein. je te remercie. Salut Daoud, à bientôt. Oui. Salut Daoud. Ouais, malheureusement, on a bien compris que effectivement lui, il était opposant au PKK. Oui, et que sur le coup, malheureusement, moi personnellement, pour moi, je n'en arrive pas à entendre ce qu'il dit dans la mesure où ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Excuse-moi, Daoud, ça ne justifie pas le fait qu'il est en prison. Après, moi, je suis pas un soutien de Mélenchon, mais là, dire que voilà, il mérite la prison parce que voilà, il a soutenu le PKK. Ça n'a pas de logique. Ça n'a définitivement pas de logique. En France, il y a des droits, et je dirais encore plus loin. Demain, si ça arrivait à une femme comme Marine Le Pen, où on bafoue ses droits, moi, en tant que Français et en tant que citoyen, je te dirais, ça n'est pas normal. Exactement. Et pourtant, je ne suis pas son soutien. Donc, il faut juste être juste, et il faut pas être dans la passion et être dans le pathos. Il faut voir les choses, et c'est comme ça qu'on arrive à mener des combats. Très bien. Oui, Nasser, rien à Non, mais je rejoins complètement ce qu'il vient de dire Enver. Donc, bravo Enver. Bon, en tout cas, est-ce que ça vous a choqué, vous, cette perquisition ce matin au domicile de Jean-Luc Mélenchon? Franchement, répondez-nous. Répondez-nous. 01 40 33 9000. On a besoin de savoir. Est-ce que ça vous a choqué? J'entreprends même d'en faire une question demain, hein, parce que vraiment c'est voilà. C'est intéressant de savoir. Mais moi, effectivement, je suis choqué quand même. Choqué qu'on puisse aller chez Mélenchon, mais je suis pas choqué qu'on puisse aller chez Tain, perquisitionner. Non, mais là tu fais du sophisme. Non, je fais pas. Non, je fais de la réalité. Mon ami. Non, en fait, le truc. Je vais te dire exactement là où je suis choqué. Au-delà de toute blague. À un moment donné, Monsieur Mélenchon est un élu de la République. Monsieur Mélenchon est un élu de la République et il est représentant du peuple. Ouais. Et à un moment donné, en tant qu'élu de la République et représentant du peuple, il y a certaines choses qui doivent être faites. Leader de l'opposition. Au-delà de leader d'opposition, là je te parle vraiment en termes de droit. On parle de l'héritage de la Révolution française. Lorsque le peuple justement désigne ses représentants, il y a un minimum de respect. Parce qu'à un moment donné, quand on attaque un représentant du peuple, on attaque le peuple. Donc là, la manière dont ça a été fait, je m'excuse, mais voilà, c'est que les choses doivent être faites dans les formes, selon moi. Mais au-delà qu'il soit parlementaire, il a été sa perquisition, elle est faite par rapport à quel dossier? Voilà. Il y a deux affaires en cours. Apparemment des soupçons d'emploi fictif lorsqu'il était député européen, et une autre affaire qui relèverait, je crois, de la présidentielle. Hein. D'accord. Voilà. Macron, il a le même problème. Oui, mais Macron, il est président, ça t'aura pas échappé. Hein. Oui, mais et alors? Mais c'est pas pour autant qu'il doit être, il doit être épargné de ce problème-là. Donc, soit on traite les gens de la même manière. Mélenchon, il est parlementaire, il est élu. Pendant 6 ans, il a l'immunité parlementaire. Donc il faut respecter ce choix. Ouais, mais si ça avait touché, je sais pas, moi je vous prends François Fillon, s'il était en leader de l'opposition, ça vous aurait pas gêné, les gars? Non, quand ça s'agit de Nicolas Sarkozy, ça vous gêne pas? Quand c'est Mélenchon, ça vous gêne? Non, mais dites-le. Dites-le. Au contraire. En fait, le truc, c'est que justement, moi, à mon sens, quand t'es élu du peuple, à un moment donné, je dis pas. Dit-il avec un pain au chocolat dans la bouche. Non, c'était une chouquette au chocolat. Oui. Mais le truc, c'est qu'effectivement, tu dois être poursuivi comme n'importe quel individu lambda, si effectivement c'est le but. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas être mis dans de telles conditions d'instruction. Parce que justement t'es un élu, t'as pas à mettre et surtout t'es de l'opposition, 50 000 policiers ou autre. Enfin, moi ce que je ne comprends pas, c'est là encore, c'est que là à un moment donné on bafoue les droits de la population, parce que quand on attaque Jean-Luc Mélenchon comme ça, la réalité c'est que justement on bafoue les droits de ceux qui ont voté pour lui. Salim est à Marseille, il nous attend, messieurs. Bonsoir Salim. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Alors est-ce que ça vous a choqué d'abord cette perquise ce matin? Pas du tout. Enfin, j'imagine que c'est ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, pour plein de gens. Moi, ce qui m'interroge, c'est que il y a quelqu'un sur le plateau qui ironiquement avait parlé d'Illuminati. En fait, vous avez un discours complotiste. Ça veut dire qu'il y a un complot de l'État. C'est la personne qui parle des Illuminati qui a un discours parfaitement complotiste. C'est-à-dire c'est l'État qui complote contre Mélenchon parce que c'est l'opposition, parce qu'il faut l'abattre, il faut le tuer, donc il faut l'étouffer.
judiciairement, etc. Mais et les affaires elles-mêmes, quand même, les affaires. Alors, micro, je me permets de te répondre vu que tu t'adresses à moi. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Salim. Salim. Bonjour Salim. Moi c'est Taha. Moi je me permets de te répondre. Je l'ai précisé tout à l'heure. Hein. C'est pas qu'à un moment donné, je remets pas en doute la légalité ou la légitimité de cette perquisition-là. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où il y a un pouvoir politique en place, il y a une opposition démocratiquement élue, et cet équilibre-là, il est important à pouvoir préserver. Et donc aujourd'hui, quand on envoie la police perquisitionner les sièges politiques de l'opposition dans ce pays, ça pose un problème. Ça pose un problème réel dans le sens où il y a des données politiques qui sont aspirées et on sait que le pouvoir en place n'a pas toujours utilisé ces éléments-là de façon correcte. Et donc, il est légitime de se poser la question. C'est que ça fait 50 ans que les partis politiques pillent l'argent du contribuable. Mélenchon, il a passé 30 ans au Parti Socialiste. Il a vécu toutes les affaires de la MNEF, etc., les emplois fictifs. Ça fait 50 ans que ça dure. Ce sont des voyous, des voleurs. Et là, aujourd'hui, ils changent de parti, ils changent de nom. Comme le Crédit Lyonnais, LCL, ils ont pillé le trésor public, ils changent de nom, ils se refont une virginité. Ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, arrêtez s'il vous plaît de parler de démocratie, ce sont les lobbies qui dirigent ce pays, c'est l'industrie, c'est le CAC 40. Là, excuse-moi Salim, tu pars sur autre chose là. Tu pars sur autre chose. Salim, on s'écoute sur ces questions. Salim, pardon, on échange. Excuse-moi Salim, sur ces questions-là, je veux bien qu'on en discute, je veux bien qu'on en débatte. Simplement, tu pars sur un autre sujet. Sur ce qu'on disait, simplement, c'est que c'est quand même une question qui est à poser. Est-ce que ça vous choque ou pas? Moi, personnellement, ça me choque. Je donne mon avis. Ton avis aussi est légitime et entendable. On en discute. Après, si tu veux partir sur il c'est tous les mêmes, etc., c'est facile. Ton discours est complotiste, ou pas. Non, mais je non, mais attends. Salim, bouge pas. Est-ce que ton discours est complotiste, Absolument pas. Non, absolument pas. Je suis pas en train de dire que c'est un complot orchestré de bout en bout par La République en marche ou par Emmanuel Macron qui envoie la milice attaquer Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça pose question aujourd'hui quand il y a une opposition, la première force d'opposition dans ce pays-là qui est perquisitionnée et que des données politiques sont aspirées par le pouvoir en place. Voilà. Et il y a des accusations graves. Faut bien que la justice fasse son travail. Des accusations graves. C'est des dénonciations calomnieuses d'une députée du Front National qui a reconnu elle-même que c'était oui, c'est vrai que c'est parti d'une dénonciation calomnieuse de la part d'une élue, Sophie de Montel, eurodéputée de RN, qui a avoué d'ailleurs après que c'était une boutade, mais il y a quand même deux affaires, donc il n'y en a pas qu'une. Mais ils vont se défendre, chers amis, ils vont se défendre. Oui, bien sûr. Des avocats. S'il y a des défauts de procédure, la procédure elle va sauter, vous pouvez en être certain. On n'est quand même pas dans une, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. République bananière, c'est ça. N'inquiétez pas, ils vont se payer de très bons chers avocats qui vont éplucher le dossier. Donc franchement, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc je vois pas où il est le. Bon, vous n'êtes pas choqué, hein, Salim. Salim, il n'est pas choqué, on a bien compris. Merci Salim, en tout cas, d'avoir pris la parole. De rien, bonne journée. À très bientôt, Salim. Voilà, ça débat. Mais c'est important, voilà, que tu vois, t'as été mal compris, on vient te rectifier tout de suite, on vient te demander de. Non, mais c'est très bien. Parce que c'est l'échange dans le grand forum. Hein. Oui, absolument. Et puis des fois, ça peut être virulent, y compris en antenne d'ailleurs. Bon, il faut qu'on parle un peu de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Téléphone. Ah, d'accord. Il faut qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé quand même ce week-end au Lila, messieurs. C'est important, mais on va peut-être accueillir quelqu'un avant la pause. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, chère madame. Votre prénom? Nina. Nina, vous nous appelez d'où, chère Nina? De Paris. Alors, on vous écoute, Nina. Est-ce que ça vous a choqué, vous, Nina, la perquisition chez Mélenchon ce matin? Non. Enfin, je suis désolée, je pensais passer à la fin de l'émission. Je suis surprise. Excusez-moi. Non, la perquisition de Mélenchon, ça m'a pas choqué parce que elle faisait suite. Enfin, il pouvait pas y avoir un traitement différent entre Madame Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas que Le Pen a été perquisitionné à son domicile, sauf erreur de ma part.
Je ne crois pas. Après, à vérifier, vérifiez les gars. Je sais pas. Oui, je pensais. Non, moi, excusez-moi, je pensais pas passer tout de suite. Moi, par contre, excuse-moi, comment tu t'appelles? Nina s'appelle. Nina, oui. Réagir suite aux réactions de vos chroniqueurs suite à la diffusion de chroniques de Yacine Bellatar. Oui. Je trouvais les chroniqueurs, et c'est pas la première fois, je l'ai trouvé un petit peu, un petit peu dur. Parce que pour une fois, c'est quelqu'un qui est quand même installé, qui est chroniqueur à LCI, qui a des spectacles d'humour, qui entre guillemets, se mouille, parle en tant que Français d'origine franco-maghrébine. Et je suis assez d'accord avec l'auditeur qui est passé juste avant, pas longtemps avant, le Parisien, qui disait que en fait, il voulait juste dénoncer les problèmes, les rapports qu'il pouvait y avoir entre la jeunesse et les policiers. Il profitait du fait que le cas du frère d'Amajde a été médiatisé. C'est tout. Ouais. Je trouvais Après, il y avait juste eu une formule malheureuse. Dur par rapport à Yacine Bellatar, parce que maintenant, très rarement, il y a pas beaucoup de monde qui parle. Maintenant, tout le monde, surtout quand quelqu'un a une situation et est installé. Voilà. Merci Nina. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis, Nina. C'est pas ça. C'est que même moi, il me régale des fois Bellatar quand il prend position, etc. Et que c'est un des rares dans le paysage médiatique pour prendre certaines positions avec lesquelles, on se retrouve tous parfois. Simplement, encore une fois, et c'est la formulation. D'autre part, c'est notre grille de lecture, la grille de lecture un peu plus, on va dire, sociale, etc. De dire c'est qui la France, c'est les gens qui réussissent, et c'est un peu comme ce que tu viens de dire, celui qui est installé, qui est chroniqueur chez LCI. Pourquoi celui qui est pas chroniqueur chez LCI, qui est pas installé, sa parole elle vaut moins? C'est ça en fait qu'on dénonce. Mais ça peut être une question de formulation. Mais de l'autre côté, sur la question des violences policières, sur la question quand il parle en tant que maghrébin d'origine musulmane, d'origine de culture musulmane, etc. C'est très bien. Simplement, je pense que Nasser a voulu dénoncer juste la partie de dire la France, c'est aussi les gens qui sont dans les quartiers, qui sont pas forcément dans les. Oui, il écoute du Mozart, Non, j'écoute pas du Mozart. Non, mais après, je peux comprendre ce qu'elle dit. Bon, il faut qu'on y aille, les gars. C'est la pub. Merci en tout cas, Nina. Merci. Dans un instant, Libertad. Merci, Christophe. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 2 fois qu'on nous coupe, Nasser et moi. Ouais, presque vous allez envoyer un chèque à la compta, vous allez comprendre, les gars. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. NGF, le grand forum, merci mes amis d'être là avec Enver de Santos, avec Taha Bouaps et Nasser Lajili qui sont avec nous évidemment. Ça a été coupé, Quoi, ça a été coupé? Non, ça a été coupé par la pub, je te dis. Voilà. Je rigole. Un petit mot les gars sur ce qui s'est passé ce week-end. Boubacar, 12 ans, qui est mort après avoir été roué de coups. À coup de barre de fer, il s'est retrouvé, alors je sais pas s'il était pas dedans, mais en tout cas entre une bande rivale de Bagnolet et des Lilas qui se sont affrontés et ils se sont véritablement acharnés sur ce gamin de 12 ans. Il en est mort. Est-ce que l'État est responsable de tout ce qui se passe dans les quartiers? C'est la question que je vous pose et que je me pose moi aussi. Nasser. C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est inacceptable. On sait très bien que ce qui s'est passé dans ce quartier et le petit jeune l'enfant, parce que moi Boubacar il s'appelle. Ouais, Boubacar qui a moins de 12 ans, qui a été tué. Effectivement, c'est dramatique, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Après, dire que c'est l'État qui est responsable, il y a une partie de l'État qui est responsable de cette situation, parce que c'est pas la mort en elle-même, c'est surtout la situation de ce qui se passe dans les quartiers populaires qui pose problème. Aujourd'hui, on sait qu'on a des associations qui sont complètement délaissées. On a des représentants ou des associations qui font un travail remarquable. La réduction des budgets pour les éducateurs spécialisés, la réduction des communes qui pourraient développer ces questions de problèmes dans les quartiers populaires. Après, je voudrais aussi dire que à force de dire les quartiers populaires, on a l'impression que tous les habitants des quartiers populaires est d'accord et très content de ce qui se passe dans les quartiers quand on a un décès comme celui-là de Boubacar, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Moi personnellement, j'habite dans un quartier populaire, je suis plus attristé aussi de cette situation et c'est pas parce qu'on habite dans un quartier populaire qu'on doit accepter tout ce qui se passe dans les quartiers. Donc quand on parle de quartier populaire, il faut parler de minorité dans les quartiers populaires. Bon, un petit coup de Libertad les gars. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. 01 40 33 9000 évidemment sur France Maghreb 2. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, salam alaikum. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, chère madame? Salima Nanterre. Bonsoir Salima Nanterre, on vous écoute. Je voulais juste intervenir, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à Blanquer, l'école obligatoire à 3 ans. Ce que je peux constater dans la ville dans laquelle je suis, quels que soient les milieux sociaux d'où sont originaires les parents, ils mettent leurs enfants de facto dès l'âge de 3 ans en primaire, à l'école maternelle. Et je rebondissais aussi, tu sais, par rapport à ce que tu disais concernant les absences des professeurs, juste mettre l'accent sur le fait qu'il y a de moins en moins de candidats qui se présentent au concours, donc c'est pour ça que les remplacements sont de plus en plus difficiles à faire. Parfois, lorsqu'un professeur est absent juste une semaine ou voire 2 semaines, le remplacement ne se fait pas systématiquement, et désormais les chefs d'établissement vont parfois jusqu'à faire appel à des gens qui ne sont pas du tout expérimentés, notamment de jeunes étudiants. Salima, mon fils a eu une absence de 3 mois d'un prof de français en 3e, tu trouves ça normal? Absolument pas. Mais ce que je voulais te dire, Christophe, c'est que le métier attire de moins en moins. On a de plus en plus de manques. Alors il y a en mathématiques, en lettres modernes, et dans ma matière également en anglais. Ça a commencé déjà il y a un petit moment. Donc le métier est tellement difficile, il y a tellement de soucis au niveau de la gestion de classe et autres, même si tout n'est pas à mettre à la poubelle entre guillemets. Mais sache que le boulot aujourd'hui est extrêmement difficile. Il faut vraiment avoir la foi pour le faire, ce métier. Merci Salima, thank you. Merci, à bientôt. Tu pourrais me donner des cours d'anglais, j'en aurais bien besoin, Nassima. En tout cas, merci d'écouter France Maghreb 2. Salima, tu l'as appelé comment toi? Nassima, toi tu l'as appelé Nassima. Oui, vous faites n'importe quoi en face de moi, comme vous voulez que je reste concentré pendant cette émission. Ouais, non mais Enver fout un bazar pas possible. C'est incroyable. Da fait ses petits coups en douce, et puis Nasser il est là, il rigole. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe et dans quelle ambiance cette émission. Nous nous insurgeons contre ces accusations. Oh bah oui, tu peux, évidemment. Nous voulons notre avocat, Monsieur Mélenchon. C'est une machination politique. Comment? C'est une machination politique. Ah bah évidemment, c'est du complotisme. J'accuse. Contre l'opposition dans cette radio. J'accuse. J'accuse. C'est ça. Bon, ça y est, c'est bon. On va mettre tout le monde d'accord. C'est une dictature de Christophe là. On va mettre tout le monde d'accord, c'est la fin. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui, bien entendu. Merci à vous tous les trois. Nasser, tu reviens l'année prochaine ou c'est comment? Non, très prochainement. Pas la semaine prochaine peut-être. Non, tu nous as tellement mis bien qu'on est bien là. Non, mais je sais pas s'il y a le LGF pendant les vacances. Très vite, moi, comment ça? Mais bien sûr qu'on est là, mais on prend pas de vacances, nous, on n'est pas des fonctionnaires. On va venir tous les jours, on n'a rien à faire. Ah, qu'est-ce que t'as contre les fonctionnaires? On n'est pas des fonctionnaires avec toutes les 7 semaines en vacances. Il y a une attaque directe là. Une attaque. Écoutez, moi tout ce que je peux dire, c'est que les fonctionnaires font le travail pour le peuple. Le peuple et le peuple avant tout. Enver, ce grand populiste bien connu de tous. Oui. Et vous savez où elle avait caché son portable, Marine Le Pen, lors de sa perquisition? Non. Ça ne s'avance pas. C'est sûr que Mélenchon n'aurait pas pu le faire. Il aurait pu mettre dans le caleçon. Bon, allez, il est temps que ça se termine. Bonne image d'horreur en fin d'émission, au calme. Bonne soirée à tous. Demain, on sera là avec Sofiane Nagdari, entre autres. Il peut y avoir d'autres surprises, restez bien à l'écoute sur votre radio France Maghreb 2. L'heure de retrouver Marine Garel pour l'info. Salut tout le monde et à demain, ciao. Bonsoir à tous. Le remaniement ministériel, il y a ceux qui font leur carton comme Françoise Nyssen, mais aussi Stéphane Travert ou encore Jacques Mézard. Il y a ceux qui changent d'affectation, Christophe Castaner en tête. Et puis il y a ceux qui vont assister demain à leur premier conseil des ministres. 8 nouveaux entrants dans ce gouvernement, mais les équilibres politiques ont été préservés. Le cap politique va rester le même. Et puis on apprend que Stéphane Bouillon, préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera nommé chef de cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La vigilance rouge est levée dans l'Aude. Le département reste en alerte orange pour crues et inondations. La Haute-Corse est quant à elle placée en vigilance orange pour risque de pluie et d'inondation, selon le dernier bulletin de suivi de Météo France. Le coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise, d'avoir été visé ce matin par des perquisitions. C'est lui-même qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. La justice enquête sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires, mais aussi des soupçons sur ses comptes de campagne. Le siège de la France insoumise a également été perquisitionné à Paris. Des boulettes d'hydrocarbures s'échouent en grand nombre sur les côtes de l'Est du Var, principalement à Saint-Tropez et Ramatuelle. Selon la préfecture maritime de la Méditerranée, elles semblent provenir de la collision entre un navire roulier et un porte-conteneurs au large de la Corse. Le président russe Vladimir Poutine se rendra à Paris le 11 novembre pour prendre part aux commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale.
Coup de théâtre au procès Pastor. Le gendre d'Hélène Pastor, 69 ans, reconnaît par la voix de son avocat qu'il a bien commandité l'assassinat de sa belle-mère. Hélène Pastor, 77 ans, le 6 mai 2014 à Nice. Cette déclaration intervient à la veille du verdict. Un mot de football et les Bleus ont rendez-vous avec l'Allemagne ce soir au Stade de France. Match dans le cadre de la Ligue des Nations. Les Allemands sont au plus mal après leur défaite aux Pays-Bas. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.